Soyez les bienvenus, suivez-moi, je vous emmène ce matin parcourir nos régions pour parler de sujets qui nous concernent tous dans notre vie quotidienne. C'est l'instant R comme région. Ce matin par exemple, nous goûterons à la nourriture végane. C'est vrai que c'est très à la mode, mais peut-on faire du fromage par exemple sans produit animal? Oui, c'est le pari que se sont lancés deux Clermontoises. Nous verrons si le goût est au rendez-vous. Votre logement est-il bien isolé? C'est important de se poser la question pour des raisons écologiques, mais aussi économiques. Ces travaux font l'objet d'incitations fiscales. Oui, mais voilà, depuis le début de l'année, plusieurs aides ont été revues et corrigées. Nous les avons recensées pour vous. Auparavant, si je vous dis Linky, ce mot ne vous est certainement pas inconnu. Ce sont ces compteurs dits intelligents qui doivent être généralisés d'ici à 2021. L'idée est de connaître la consommation d'électricité des foyers en temps réel pour mieux la maîtriser. Un procédé qui dérange certains maires notamment. Plusieurs élus ont décidé de les interdire pour des raisons de santé et de respect de la vie privée. Alors, dangereux ou pas, ces Linky? On part dans l'Aisne pour essayer d'en savoir plus. Il s'est invité comme ça, chez vous et chez 7 millions de Français. Linky, le compteur électrique intelligent. Installation assez facile, matériel très simple à installer, très simple. En une demi-heure à peine, voilà cette maison équipée et désormais connectée. J'ai accepté le montage pour des histoires d'économie, je pense, puisque ça va être plus facile à gérer nos consommations. Et puis, il faut vivre avec son temps, de toute façon. La campagne d'installation débute à peine dans le département de l'Aisne. 800 000 compteurs doivent y être installés en 4 ans. Sauf que des habitants veulent mener la fronde. Ça, c'est le compteur. À Coucy-le-Château, monsieur le maire a eu une mauvaise surprise. Un Linky installé sans son accord. Alors, ils ont dit qu'il n'était pas encore en fonction, qu'il fallait mettre une puce à l'intérieur, je sais pas quoi. Mais toujours est-il que, voilà. Sans vous demander. Sans nous prévenir, sans rien, donc je trouve que c'est quand même un passage en force. Depuis, le conseil municipal a voté une délibération. Un peu vieillot comme coffret, quoi. Contre la pose des compteurs. C'est la deuxième commune du département à le faire, une troisième pourrait suivre. Ici, le maire a été sensible aux arguments des opposants. Et donc ça veut dire que vous avez le pouvoir d'interdire la pose de ces compteurs sur votre commune? Ah bah oui. Et déjà, on a un taux de chômage important en France et on va encore supprimer des emplois avec ces compteurs-là où il n'y a plus besoin de gens pour relever. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que moi, je suis quand même inquiet par rapport à l'atteinte à la vie privée des gens. Le non-respect de la vie privée, c'est l'un des reproches majeurs des anti-Linky. Mais qu'enregistre exactement le nouveau compteur? Il pourrait savoir le nombre de personnes dans un logement si vous regardez la télévision. En clair, vous suivra la trace chez vous. Eh bien, tout cela est faux et contrôlé par la CNIL. Concernant les ondes, là aussi une étude officielle vient nous éclairer sur le sujet. Le champ électrique de Linky serait 17 fois moins important qu'une lampe fluo compacte et 56 fois moins qu'une plaque à induction. Des analyses pourtant balayées par les opposants. Oui, mais c'est ce qu'ils disent, c'est leur argument, mais c'est complètement faux. Il y a des personnes qui ont mal à la tête, ils ne savent pas pourquoi. Il y a des personnes qui ont des acouphènes ou des vertiges, ils ne savent pas pourquoi. On va chercher, on va voir le médecin. Les médecins non plus ne connaissent pas. Et il y a des cancers qui vont se développer. Il y en a déjà énormément au jour d'aujourd'hui, mais ils vont se développer à la vitesse grand V. En France, comme à Coucy-le-Château, il serait 500 maires à s'être positionnés contre Linky. Une fronde qu'espère éteindre vite Enedis. Le changement des compteurs, c'est une opération qui va coûter 5 milliards d'euros à l'entreprise. Avec les gens qui ont des doutes là-dessus, on prend le temps d'en discuter avec eux. À nouveau, la question du pari numérique, elle est présente dans toute la société. Et on a la conviction que si on prend le temps de s'asseoir à une table, de discuter avec les gens de ce que ça apporte réellement, on arrivera à avoir tout le monde prêt à marcher avec nous d'ici 2021. Enedis se donne donc 3 ans pour convaincre ces maires qui ne sont pas vraiment sur la même longueur d'onde. Ces compteurs permettront-ils de mieux contrôler ses dépenses d'énergie? La question est posée. Quoi qu'il en soit, réduire ses factures d'électricité notamment est une priorité pour de nombreuses familles. En 2016, les Français étaient 56% à s'inquiéter de la part de l'énergie dans les dépenses annuelles. L'isolation de son appartement ou de sa maison est alors essentielle. Des travaux qui peuvent faire l'objet d'incitations fiscales, même si ces dernières années, ces dispositions ont beaucoup évolué. On a donc recensé les nouveautés pour vous. Madame Barotte fait partie de ceux qui ont pris la bonne décision au bon moment. Elle a signé son devis l'an dernier et versé un acompte. Du coup, ses travaux sont encore éligibles au crédit d'impôt. On nous a dit qu'on avait 30% sur le matériel.
Donc en ayant une somme de 4 000 € environ sur le matériel, ça nous fait 1 200 € l'année prochaine en crédit d'impôt. Depuis le 1er janvier, l'aide a chuté à 15 % et ne concerne plus que le remplacement du simple vitrage. Elle va même disparaître au 1er juillet. Pour les volets et les portes isolantes, c'est déjà fini. Je ne m'inquiète pas trop. Je dirais qu'il y a un peu le crédit d'impôt, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Aujourd'hui, le marché de la menuiserie extérieure, il y a toujours des fenêtres à changer, il y a toujours des portes à changer, etc. Effectivement, 15 à 20 % des foyers en France auraient encore du simple vitrage. Alors pour vous aider à isoler vos fenêtres, il ne reste donc plus que les primes des fournisseurs d'énergie et les aides de l'ANA si vous avez peu de ressources. Vous voyez là par exemple c'est tout bête mais avec la... Est-ce que cette suppression du crédit d'impôt sur les fenêtres, c'est justifié? Ça se justifie dans le sens où les travaux de fenêtres n'est pas l'action qui rapporte le plus de gains énergétiques dans un logement. Il faut savoir que les fenêtres présentent 10 à 30 mètres carrés de surface soumis à l'extérieur et que les murs ou le toit sont bien plus importantes. Donc en termes de priorité, il vaut mieux cibler ces postes de toiture ou de mur pour réduire sa facture. Financer ce qui engendre de vraies économies d'énergie, c'est ce que souhaite le gouvernement. Le crédit d'impôt de 30 % est donc maintenu pour isoler les murs, la toiture et les planchers. La grande nouveauté, c'est que les études thermiques sont désormais éligibles. Une bonne nouvelle pour Madeleine, qui trouve cette décision plus cohérente. Le but de l'audit énergétique, c'est en fait vraiment d'aider les gens à faire les travaux qui sont les plus avantageux pour eux, pour justement regarder le temps de retour aussi sur investissement. Quand on fait un changement de fenêtre, et si le temps de retour sur investissement est de 40 ans, alors qu'on se rend compte que juste une isolation des combles, on a un temps de retour sur investissement de 10 ans, finalement c'est quand même beaucoup plus rentable finalement de faire les combles que de changer ces fenêtres. Quant aux chaudières et aux systèmes de chauffage, ils sont encore éligibles s'ils sont à très haute performance énergétique et s'ils respectent certaines normes. Et pour approfondir la question, un site internet recense l'intégralité des mesures fiscales en faveur des économies d'énergie, www.economie.gouv.fr. Les clignotants de l'économie française qui repassent dans le vert, les prévisions de l'INSEE pour 2018 laissent présager une année dynamique. Un peu d'optimisme, ça fait du bien. L'occasion pour nous ce matin de nous rendre dans une entreprise qui a su s'adapter et résister. Rondino est le spécialiste des Charentaises, des pantoufles made in Poitou-Charentes plus que jamais à la mode. C'est l'instant tendance. Des Charentaises exportées par voilier du port de La Rochelle vers le Canada. Une nouvelle création qu'on a fait pour vous. Est-ce que vous en êtes content d'ailleurs? Absolument. C'est vrai. Livraison 100% écolo, produit 100% made in France, l'un des derniers coups médiatiques de l'entreprise Rondino. À La Rochefoucauld en Charente, la devanture du magasin est la même depuis près de 100 ans. L'entreprise familiale joue à fond la carte de la nostalgie. À l'intérieur, les modèles classiques côtoient les dernières innovations. On n'en faisait pas des belles comme ça, moi, quand j'étais jeune. Et je trouve ça très marrant. Donc j'en achète pour faire des cadeaux. Et ça plaît? Ah, énormément, énormément. L'an dernier, 350 000 paires de Charentaises sont sorties de l'usine située à quelques pas du magasin. Une renaissance pour cet établissement créé au début du XXe siècle par l'arrière-grand-père Rondino et qui a bien failli disparaître face à la concurrence de la Chine dans les années 80. Bon, alors les petits bijoux, accompagnez-moi, vous allez voir. Donc les petits bijoux, bon, ce sont ces machines, en fait, qui sont des machines qui sont pas récentes, des machines qui datent des années 50. Chaque fois que j'ai des collègues qui se cassent la figure, qui étaient en dépôt de bilan, je rachetais ensuite ce genre de matériel, parce que je n'avais pas envie que ce matériel parte, ce qui fait que j'ai un stock de machines relativement important, et aujourd'hui ça me sert, parce que ça me fait de la pièce détachée, et si je veux augmenter la production de, je sais pas, 1000 ou 1500 paires, j'ai la possibilité de le faire. Des produits nobles, de la laine de qualité et les mêmes gestes qu'à l'époque. En 2005, quand Frédéric Rondino décide de recentrer la production sur la fabrication de Charentaises, le savoir-faire a quasiment disparu. À part la personne qui m'a formé, il n'y avait pratiquement plus personne qui le faisait. Et ça m'a intéressé d'apprendre et puis et maintenant de transmettre. 2 ans plus tard, la société est reconnue entreprise du patrimoine vivant. Elle recrute à nouveau, mais les ventes stagnent, les clients sont vieillissants.
plutôt un produit hivernal qu'on voudrait présenter sur la prochaine collection. Pierre, l'arrière-petit-fils, décide alors de quitter Paris pour rejoindre l'entreprise familiale. Sa mission, rajeunir la clientèle. Le jour où le slip français a posté notre nom avec notre produit, on a tout de suite pris un énorme essor en termes de notoriété sur le digital. Le slip français, Saint James ou encore la très tendance pantoufle à pépère. Un savoir-faire made in Charente rehaussé par une collection flashy. L'entente est immédiate avec les créateurs lillois. Ils en commandent 26 000 paires. On est rentré chez Rondino, on a fait connaissance. On s'est plutôt bien entendu. Ils ont cru en notre projet, c'était forcément évident. Je pense que dans la journée, on nous a fait des prototypes. Et on est reparti le soir même avec des protés. On s'est dit là, on tient quelque chose et puis on tient un partenaire qui tient la route. La qualité, le style et le confort français, une association qui séduit également hors de nos frontières. 13% du chiffre d'affaires sont désormais réalisés à l'étranger, le Canada, le Japon et bientôt la Chine. Une revanche commerciale attendue en Charente depuis belle lurette. Et puisque nous sommes dans l'instant tendance, il y en a une qui prend de l'ampleur, celle de l'alimentation végétale. 5% des Français seraient végétariens ou véganes et 50% déclarent vouloir augmenter leur consommation de produits végétaux. Fort de ce constat, eh bien, 2 Clermontois se sont lancés dans la fabrication d'un fromage sans aucun produit animal. Alors, la recette fonctionne-t-elle? Eh bien, c'est ce que nous avons voulu savoir. Lyon, à 2 pas de la Saône, le quartier Saint-Georges. Au bout de la passerelle, une rue. Au bout de la rue, un café-restaurant vegan. Être vegan, c'est refuser de consommer tout ce qui est produit par des animaux. La viande, le miel, le lait. Pourtant, ici, il y a du fromage à la carte. Du fromage 100% végétal. Visuellement, ce fromage végétal ressemble à du fromage. Mais il ne contient pas de lait et on l'écrit Fro F-R-A-W au lieu de Fro F-R-O. Pour le goût, on a demandé à ce client. C'est vraiment un fromage, quoi. C'est vraiment consistant, ça a une pâte un peu affinée, molle mais quand même bien consistante qui rappelle le fromage. À l'origine de ce produit, il y a un petit atelier auvergnat, la petite fromagerie, installée dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. Ici, les 2 fondatrices, Caroline et Lucie, travaillent à la fabrication avec leurs 3 salariés. Ce jour-là, c'est Morgane, l'une d'entre elles, qui s'occupe de mélanger les ingrédients. Pour commencer, on va mettre des noix de cajou. Ensuite, on va mettre des graines de tournesol, du sel. Ensuite, on va rajouter de l'ail, du piment et de l'eau pour faciliter le mixage. Et ensuite, on va tout mixer et seulement à la fin, on rajoutera les ferments. Dans un fromage traditionnel, l'une des étapes importantes, c'est la fermentation. Eh bien, ici aussi, la préparation doit reposer pendant des heures avant moulage. Avant fermentation, elle est très dense. Et après une nuit, elle devient toute mousseuse comme ça. C'est les bactéries qui ont travaillé. C'est tout le secret de fabrication. À l'arrivée, les résultats sont parfois surprenants. Là, c'est le doudou et sans le vouloir, on a découvert qu'il avait un petit goût de vache qui rit quand il était frais. Et quand il est un peu plus sec, on a un petit peu plus le goût du Babybel, par exemple, une pâte un peu sèche. On n'a pas appris à faire des fromages végétaux, on les a inventés. On a inventé à la fois les recettes, les goûts et les façons de faire aussi, les process. C'est nous qui les avons inventés, mis au point et on est sans cesse en train de les améliorer. En quelques mois, les 2 associés ont pourtant créé plus d'une dizaine de recettes, toutes bio. En bonnes auvergnates, elles ont même sorti des variétés dont le goût s'approche du Saint-Nectaire ou du bleu d'Auvergne. Et si l'on peut faire un substitut de fromage sans lait, pourquoi ne pas faire de même avec d'autres plats? C'est déjà fait. À côté des fromages véganes, les 2 associés proposent désormais un équivalent végétal du foie gras, sans un seul gramme de canard. Dans un instant, nous reviendrons sur une reconversion réussie, celle d'un amoureux du Japon et de ses jardins en Seine-Maritime. Nous rencontrerons un cascadeur qui a doublé les grands noms du cinéma. Mais tout de suite, nous suivons Esther qui a eu une idée, inciter le plus grand nombre à prendre soin de soi. Elle s'est donc lancée en créant un bar beauté itinérant. Chaque jour, avec sa caravane, elle part à la rencontre de ses clientes. Une parenthèse enchantée qui séduit. On l'a rencontrée chez elle, dans les Alpes-Maritimes.
Au volant de son beauty truck, Esther Lee ne passe pas inaperçue et le nom inscrit sur sa caravane interroge. Les gens se demandent, ce que je peux proposer à bord. Les gens rigolent et après c'est un engouement et de la curiosité. C'est vraiment comme une grosse valise en fait. C'est une très grosse valise. En 10 minutes, un quart d'heure, tout est prêt. À l'intérieur, la caravane va se transformer en un salon beauté, prêt à accueillir les premières clientes. Là, ça va être plus des poses de vernis, en 10 minutes, des prestations assez courtes en fait. Je peux vous offrir une petite pose de vernis si vous voulez. Allez. Bah venez. Ce jour-là, la pose est gratuite. Un échange de bons procédés entre la jeune femme et la grande surface. C'est soigné, très rapide, très agréable. Merci. Très très agréable, non vraiment magnifique, j'ai pris la référence. Elle va apporter une expérience shopping supplémentaire à nos clientes avec son expertise beauté et compléter en fait notre offre beauté. 10 000 €, c'est l'investissement réalisé par cette jeune entrepreneuse après avoir quitté la voie commerciale dans laquelle elle s'était engagée pour se lancer dans cette aventure. On a un peu remodulé l'intérieur pour qu'il soit utilisable pour mon activité. Et ensuite, il y a aussi eu, bon, ça c'était pas prévu, mais finalement j'ai réussi à le faire rentrer quand même, la peinture de la carrosserie, parce que finalement elle était quand même assez abîmée, donc il a fallu tout repeindre en blanc. Le marquage avec les autocollants, autant pour la caravane que la voiture, pour que ce soit bien assorti. Début d'après-midi, la caravane change d'emplacement. La première cliente est déjà là. Entre. Bienvenue. C'est une fidèle, une adepte de l'esthétique, entre midi et 2. Me faire les ongles moi-même, je ne sais pas si vous, mais alors moi, le temps de laisser sécher, tout ça, ça ne dure pas. Donc à chaque fois, je les accroche, je réenlève, je refais, après je m'en mets dans les cheveux, le téléphone sonne, enfin voilà. Tandis que là, j'ai pas le choix, je bouge pas. Si je bouge, elle me fouette. C'est ça, il est là mon fouet. Ambiance copine, atmosphère intimiste, c'est aussi cet aspect-là qui a séduit Esther. C'est vraiment le petit moment entre filles, quoi. Un peu girly, comme on dit. Ouais, je raccourcis plus, quand même. Non. Ils sont bien, hein, ils ont bien poussé, donc on va pas... On laisse comme ça, ouais. Toute l'après-midi, les clientes vont se succéder. À terme, Esther souhaite créer une franchise, belle comme un camion. Son rêve, lancer d'autres beauty trucks comme celui-ci, partout en France. Aller au bout de ses rêves quitte à changer de vie. Les reconversions professionnelles ne sont en effet plus exceptionnelles. Selon un récent sondage, 50% des actifs ont déjà changé de métier et un tiers serait prêt à le faire. Gilles, lui, a osé. Après une carrière de directeur financier, il s'est lancé dans la conception de jardins japonais en Seine-Maritime. Un pari zen, relevé avec succès. Quand on ratisse le jardin, déjà, c'est tirer un trait sur le passé et pour mieux rebondir, donc pour mieux entamer la journée et faire en sorte de ne pas vivre sur ses acquis. Un jardin japonais, à l'image d'une vie en perpétuelle évolution. Depuis 15 ans, Gilles Touré élabore avec patience, minutie et amour ce petit havre de paix. Ici, eau, pierre et végétation s'épousent harmonieusement, sans rigidité cartésienne. Quand on crée un jardin japonais, on abandonne un peu, y compris notre culture, de la recherche de la géométrie, par le biais notamment du jardin à la française. Mais dans la nature, rien n'est symétrique. On est de façon vraiment naturelle, complètement dans cette asymétrie permanente, où on s'y sent bien. D'ailleurs, beaucoup de personnes commencent à retourner à la terre et à la nature pour y trouver un certain côté paisible. Une quiétude retrouvée depuis 2012, quand cet ancien directeur financier d'un établissement hospitalier a décidé de troquer costume et cravate contre sécateur et cisaille.
Les outils d'une nouvelle vie pour tourner le dos au monde de la finance et à son management destructeur. Quand on est pris dans un système, on a tendance à dévier vers ce côté parfois un peu agressif ou dans l'attitude d'un directeur financier. Mais voilà, aujourd'hui, vraiment, je suis très heureux de ne pas avoir poursuivi sur cet axe-là. Il y a plein d'autres choses qui sont possibles de faire en ne se prenant pas au sérieux, ce qui n'empêche pas d'être sérieux. Loisir devenu profession, Gilles est désormais paysagiste, mais il est surtout son propre patron. Un parcours qui a fasciné au pays du soleil levant, lui valant même un reportage sur la télévision nippone. Adoubé par ses mentors, admiré par ses proches, Gilles est aujourd'hui un homme comblé. Je pense que quand on vit de sa passion, on ne peut que trouver l'épanouissement et la sérénité. Alors parfois aussi avec une tension de se dire que le chef de famille doit faire son chiffre à chaque fin de mois. À son rythme, le Normand fait prospérer sa petite entreprise. Le carnet de commandes bien rempli, il peut même s'offrir le luxe de sélectionner ses clients. Je veux surtout essayer de travailler pour créer des projets de jardin où on ressente cette qualité de projet et où on travaille sur plusieurs années pour une aventure particulière qui est de créer un espace qui leur est cher et qui présente leur propre reflet. Et ça, c'est cohérent avec ce que vous avez décidé d'être depuis 5 ans? C'est en parfaite cohérence avec ce que j'ai décidé d'être et surtout de ne plus être. À la fois jardinier, créateur, philosophe et sculpteur, Gilles s'est taillé avec succès une vie sur mesure, sous le signe de la zénitude. C'est aussi un destin hors du commun, celui de René Viard. Alors, son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, il a tourné dans des films devenus cultes. Cascadeur professionnel durant des années, il a côtoyé les plus grands, alors forcément, des anecdotes, il en a par centaines. Nous sommes allés le rencontrer chez lui, dans la Creuse. C'est un jeune homme de 85 ans, il en fait facilement 10 de moins et c'est peut-être son métier qui lui a permis de garder la forme. René Viard a participé à plus de 600 films entre 1960 et 1992, principalement en tant que cascadeur moto, riche carrière au cours de laquelle il a côtoyé les plus grandes stars. J'ai connu tout le monde, les Américains, tout, Kirk Douglas, j'ai tourné avec John Wayne, dans le jour plus long, John Wayne, Kirk Douglas, Alec Guinness, Burton, j'ai doublé Warren Beatty pendant 8 mois, Warren Beatty. Après, je suis parti avec Al Pacino en Italie, à Florence. Et j'en passe, et j'en passe. Les Français, j'ai tourné avec Jean Marais, je me suis battu, tiens même le doigt là. Jean Marais, j'ai tous connu, Gérard Barret, Jean Marais, Belmondo, Delon, De Funès, Bourvil, j'ai doublé Bourvil aussi, dans le mur de l'Atlantique. La chute de l'eau avec le citière, c'est Bourvil qui est dans le citière, non, c'est René qui est dans le citière, la chute dans l'eau. La grande vadrouille, j'ai fait des trucs dans le citière dedans. Et puis j'ai fait des trucs, j'ai réglé tous les soldats SS. Quand le pot de peinture tombe de l'échafaudage sur les soldats en bas, et les soldats qui sont en garde à vous, c'est moi qui ai réglé tout ça. C'est en 1960 que tout a commencé pour René Viard. Ce grand gaillard se fait remarquer en faisant de la figuration dans Le Jour le plus long. Disons que j'étais un soldat un peu mieux que les autres. Et puis il a dit, ah on va prendre ce monsieur-là, il est pas mal. Alors, et puis ainsi de suite, j'ai commencé à connaître du monde. Et j'ai fait le long les Fantomas en motard. Et c'est parti comme ça. En quelques années, René Viard devient presque indispensable sur les tournages, indispensable et indéboulonnable. Si Delon disait je veux René, c'est pas la peine. Belmondo, c'est pareil. Moi, j'ai René Viard, pareil. De Funès, j'étais son moteur de service. Et c'est ainsi de suite. Et parce que les acteurs, ils aiment bien aussi avoir les gens, parce qu'ils savent qu'avec un gars qu'ils estiment, ils vont faire un bon plan. Il n'y a pas un gars qui va lui louper le plan. Parce que si un gars loupe le plan, il faut que l'acteur principal recommence. Et ça les emmerde. Bon, alors donc, ils voulaient des gens pas maladroits. René Viard a doublé presque tous les grands acteurs français de la deuxième moitié du XXe siècle, excepté Jean-Paul Belmondo. Ce n'est pas une légende. Bébel effectuait lui-même ses cascades. Jean-Paul, il faisait tout lui-même. Tout. Ce qu'on faisait, nous, on préparait la cascade. On fait des essais, par exemple, quand on faisait des trucs de sécurité.
Parce que les poignées, des fois, on peut se rattraper, tout ça. On les essayait, on les testait, tout ça. Et lui, il faisait tout lui-même. Non, non. Il a dit, c'est sur moi qu'on voit, c'est moi qu'on voit. Il n'y a aucune raison que quelqu'un se casse la gueule à ma place. Ah non, non, Jean-Paul, là-dessus, c'est un grand monsieur. À sa manière, René Viard aura marqué le cinéma français. Depuis une dizaine d'années, il vit paisiblement avec son épouse dans sa maison creusoise. Plus de cascade, mais toujours un peu d'adrénaline. Chaque semaine, il pilote un avion à l'aéroclub de Saint-Maurice-la-Souterraine et se passionne toujours autant pour les vieilles motos. L'instant R, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à 10h50 pour continuer à parler de sujets qui vous concernent à travers des reportages tournés dans nos régions. On se retrouve où sur France 3.